Bienvenue dans Expertise croisée, le podcast de Nexialogue. Ici, nous décryptons les enjeux du risk management et de la data. Que vous soyez professionnel de la finance et des données, étudiant ou simplement passionné, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hugo Rapior, responsable du programme R&D en actuariat, et aujourd'hui nous recevons deux de nos collaborateurs, Mamdira Faye et Shaima Graoui. Bonjour Hugo, je suis Mam, manager en actuariat produit chez Nexialogue Consulting. Bonjour, et moi c'est Shaima, je suis consultante en actuariat produit chez Nexialogue Consulting. Mam et Shaima vont vous parler aujourd'hui du lissage géospatial en assurance santé, des différentes méthodes de lissage existantes ainsi de leur cas d'usage. Ce podcast fait suite à la publication de notre note technique relative à ce sujet, qui a été récemment publiée sur notre site internet, et traite beaucoup plus en détail du sujet. Le lien sera en description de ce podcast. Bonjour Mam, bonjour Shaima. Tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le lissage géospatial ? Pour mieux comprendre la notion de lissage géospatial dans le contexte de la tarification santé, je vais déjà commencer par vous expliquer les principes du zonier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en assurance santé, la modélisation du risque lié au lieu de résidence d'un assuré constitue une étape clé dans le processus de tarification. Généralement, une étude est faite en parallèle de la tarification afin de quantifier et d'affecter un coefficient à chaque zone géographique. Ce coefficient doit traduire au maximum le risque lié à la zone à laquelle il est affecté. Donc c'est ce qu'on appelle le zonier. Par expérience métier, un zonier est généralement constitué de 5 zones qui correspondent à des coefficients de risque compris entre 90% et 115%. Ok, je comprends. Est-ce le même principe qui est appliqué dans d'autres types d'assurances ? Pas forcément, car contrairement à l'assurance habitation, où la tarification peut se faire à l'adresse près, le découpage unitaire géographique retenu pour la création d'un zonier en assurance santé se fait généralement à la maille départementale. Cette méthode de découpage et de création de zonier a deux limites. Premièrement, les risques liés au lieu de résidence ne sont pas forcément homogènes par département. En plus de ça, deux assurés habitant dans des départements différents peuvent avoir le même profil de risque du fait de leur proximité géographique. Par exemple, le même niveau de pollution, la même météo, les épidémies ou bien les mêmes services médicaux. Donc la logique voudrait qu'ils aient des coefficients de zonier très proches, ce qui n'est pas toujours le cas puisque les méthodes traditionnelles n'intègrent pas forcément ces notions de lissage de bord. Merci Mam. Donc si je comprends bien, si j'ai un voisin proche de moi mais qui n'est pas dans le même département, il pourrait se retrouver à payer un tarif plus élevé malgré la proximité géographique ? Exactement. Pour mieux illustrer mon propos, nous pouvons prendre le cas des départements de Paris et Seine-Saint-Denis. Un zonier historique proposera d'une part un même coefficient de zonier à un habitant du 19e arrondissement et un habitant du 15e arrondissement de Paris. Et d'autre part, un même coefficient à un habitant de la ville de Pantin et de la ville de Villepin, dans le département de Seine-Saint-Denis. Pourtant, en termes de proximité géographique, celui du 19e arrondissement de Paris et celui de Pantin sont beaucoup plus proches. Notre approche serait d'appliquer des coefficients lissiers en fonction de la proximité géographique, et c'est exactement le principe du lissage géospatial. C'est donc une notion nécessaire à mettre en place afin d'éviter les cas aberrants et afin de lisser les tarifs. Revenons un peu sur la notion de découpage géographique. Existe-t-il des découpages du territoire qui prennent déjà en compte l'homogénéité du risque géographique ? Oui, ça peut exister. Le découpage qui se rapproche d'ailleurs le plus de cette notion d'homogénéité du risque est le découpage par bassin de vie. Donc, il est défini par l'INSEE comme étant le plus petit territoire au sein duquel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants, à savoir les services aux particuliers, les commerces, l'enseignement, les services de santé, le sport, les loisirs, la culture et les transports. Donc, ce type de découpage permettrait effectivement d'avoir une approche géographique plus fine et mieux ajustée aux risques réels que le découpage par département. Bien qu'il permette d'effacer en amont et dans une certaine mesure l'hétérogénéité présente dans le découpage par département, le découpage par bassin de vie n'annule pas la nécessité du lissage géospatial. Merci Mam. La présentation du principe et des enjeux est claire. Shaima, quantitativement, actuariellement, par quoi ça se traduit ? Alors, il existe plusieurs approches de lissage spatial et leur choix dépend toujours du contexte. Cela peut varier selon la fiabilité des données, le niveau de détail recherché dans l'analyse ou encore la manière dont le territoire est structuré sur le plan géographique. Donc ces méthodes peuvent être classées en 4 familles. Il y a les méthodes locales qui sont basées sur la proximité spatiale, les méthodes d'interpolation mathématique, les méthodes probabilistes et bayésiennes, ainsi que les méthodes qui sont basées sur les distances et les réseaux. Ça semble assez intuitif. Quels en sont les avantages et les limites ? Bon, cela dépend du type de méthode, des données dont on dispose, mais surtout du niveau de pertinence sur le modèle. Donc, pour les besoins du podcast, je vais me limiter aux points les plus impactants. Les méthodes classiques, à savoir la méthode à noyau, les cas plus proches voisins et la moyenne mobile spatiale sont assez simples et faciles à prendre en main. Les deux premières sont par ailleurs très efficaces sur les grandes bases de données, mais cette classe reste cependant très sensible au choix du paramétrage
et peu efficace sur la modélisation des effets de bord. En ce qui concerne la classe des méthodes d'interpolation mathématique, comme leur nom l'indique, donc ils permettent de modéliser les informations manquantes par interpolation. On retrouve dans cette classe le crigeage qui repose sur le principe de la corrélation spatiale, le Lewis spatial locally estimated scatterplot smoothing qui lui applique des régressions locales sur des petites portions du territoire. Ou encore la méthode de lissage par quantile qui lui adopte une approche plus robuste en s'appuyant sur une distribution des quantiles. Existe-t-il ainsi des cas où une estimation ponctuelle ne suffirait pas, dans le cas par exemple où des données seraient rares ou dispersées? Et si ces cas existent, que faire? Effectivement, c'est une excellente question qui s'inscrit parfaitement sur la suite de mes propos sur les avantages et les limites. Et dans ce cas précis d'ailleurs, donc, il sera particulièrement pertinent d'intégrer l'incertitude dans l'analyse. Et c'est justement ce que permettent les méthodes bayésiennes, notamment celles qui sont basées sur les simulations de Monte-Carlo par chaîne de Markov. En fait, ces méthodes elles explorent une large gamme des scénarios possibles qui renforcent par la suite la fiabilité des estimations, même dans un contexte incertain. D'ailleurs, les modèles bayésiens hiérarchiques vont encore plus loin. En fait, ils combinent des informations qui sont issues de plusieurs niveaux, qu'ils soient locaux, régionaux ou bien nationaux, afin de produire des estimations qui sont cohérentes à chaque échelle. Donc, cette approche permet également de limiter les écarts qui sont excessifs dans les zones où les données sont peu nombreuses. Enfin, certaines méthodes s'intéressent plus spécifiquement aux relations spatiales entre les territoires, donc en intégrant directement la notion d'interaction dans le processus de lissage. La pondération inverse à la distance illustre cette approche simple et intuitive. En fait, donc il est facile à comprendre et appliquer, mais qui peut perdre en pertinence lorsque les données sont très inégalement réparties. En revanche, à l'inverse de cette simplicité, donc les chaînes de Markov spatiales proposent également une modélisation plus structurée. Donc, elle utilise des probabilités de transition entre les zones pour représenter à la fois les effets de voisinage et les ruptures spatiales qui sont plus complexes. Si je comprends bien, chaque méthode a sa propre logique, ses propres cas d'usage pertinents, et c'est précisément cette diversité qui permet de s'adapter avec précision aux différents contextes d'analyse spatiale. Alors, maintenant que nous avons passé en revue les différentes méthodes, dans quelle situation chacune d'elles est la plus pertinente? Exactement, c'est ça. Mais on peut dégager quelques repères utiles. Si par exemple on cherche un aperçu rapide, une carte lisible sans délai, donc les méthodes locales sont les plus appropriées dans ces cas-là. Et pour une estimation plus fine dans les zones sans données, les interpolations offrent une vraie valeur ajoutée. Et quand les données sont rares ou bien incertaines, les approches probabilistes sont les plus robustes. Et si l'on veut analyser des dynamiques complexes entre les territoires, les chaînes de Markov prennent toute leur place. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On peut donc dire qu'il n'existe pas de méthode parfaite, uniquement des méthodes adaptées. Le choix dépend toujours du contexte, de la qualité des données et de ce que l'on cherche réellement à observer. Merci à toutes les deux pour ce podcast, ce fut vraiment enrichissant. Merci Hugo pour l'invitation. Merci Hugo. C'était Hugo Rapior de Nextlog Consulting pour le podcast sur le lissage géospatial. J'espère que vous avez apprécié.